Une boîte de velours scellée depuis des décennies, jusqu'à ce qu'un seul indice vienne briser le silence. Bienvenue sur Conte policier, je suis votre hôte Elias. Faites-moi savoir d'où vous regardez l'émission. J'aime toujours entendre parler de nouveaux endroits. Vos messages donnent vie à ce mystère. C'était le genre de matinée dont les villageois d'Elmbridge parlaient avec tendresse, lorsque les années s'étaient allongées et que les fleurs avaient perdu leur éclat. Un soleil printanier baignait doucement la place du village, où des rangées de banderoles flottaient au vent comme de vieux ragots. Les haies étaient bien entretenues, les rosiers fleurissaient prématurément grâce à un hiver doux, et la femme du pasteur avait réussi, contre toute attente, à convaincre la guilde des femmes d'autoriser la culture des fraises hors saison. Au cœur de cette scène soigneusement cultivée se trouvait le festival annuel du jardin d'Elmbridge, un délice de théières, de nappes en dentelle et de jugements polis sur les pivoines primées. C'était le genre d'événement où de petits scandales germaient sous les buissons d'hortensia et où les remarques sur les pétunias portèrent le poids d'une guerre sociale. Miss Marple, assise sous un auvent blanc à côté d'une modeste assiette de scones, paraissait tout à fait banale au milieu de l'agitation. Juste une vieille fille aux cheveux argentés, gantée de gris tourterelle, souriant doucement au chaos de la compétition florale. Elle écoutait bien plus qu'elle ne parlait, ses yeux bleus perçants observant tout derrière le voile distingué de l'âge et de l'insignifiance. Les invités s'étaient réunis avec un sens discret de la tradition. Le colonel Everett avait apporté ses rhododendrons, spectaculaires et étrangement exempts de marques de scarabée. Madame Fanshawe exhibait son topiaire telle une impératrice sur un champ de bataille, et la jeune Miss Letty Wiles voltait dans la foule, laissant derrière elle un parfum et un attrait théâtral à parts égales. Mais ce ne furent aucun de ces visages familiers qui suscitèrent le plus d'intérêt cette année. Il s'agissait plutôt de la réapparition de M. Horace Denning, un nom prononcé rarement et généralement sur un ton chuchoté et insatisfait. Il avait quitté Elmbridge depuis plus de 20 ans, exilé, du moins c'est ce que l'on disait, à la suite d'un scandale jamais vraiment élucidé, mais qui persistait comme une odeur de pain grillé. À son retour, il ne fit pas dans le calme, mais avec faste, une voiture rutilante, un valet d'un silence étrange et une maison pleine de meubles dont personne ne se souvenait avoir vendu. « On m'a dit qu'il avait fait fortune dans la banque », murmura Madame Vellacotte, en versant une louche de sirop de fleurs de sureau avec une intention malveillante. Où était-ce en Suisse, un de ces endroits où les gens disparaissent avec de l'argent et réapparaissent bronzés? C'est lors du jugement des jardins d'herbes aromatiques décoratives, alors qu'une enfant criait parce que quelqu'un avait marché sur son rond de fée de lavande, que la première bizarrerie de la journée s'est révélée. M. Denning, portant une cravate marron et arborant l'air suffisant d'un homme revenu d'exil, s'était mis à flâner près du chapiteau privé où étaient entreposés les trophées avant la cérémonie. Il portait une petite boîte en velours, couleur prune et à l'ancienne, qu'il tenait dans ses bras comme un animal fragile. Plusieurs personnes l'ont remarqué, mais personne n'a pensé à poser la question. Jusqu'à ce que Madame Fanshawe, l'entendant murmurer quelque chose à l'assistant du vicaire au sujet des derniers arrangements, en fasse mention sur un ton empreint de suspicion. « Je pense qu'il veut faire un don. Probablement quelque chose de vulgaire, » renifla-t-elle. « Tu sais comment ils font, les nouveaux riches. » Miss Marple, entendant cela, pencha simplement la tête et regarda M. Denning, dont la démarche trahissait une boiterie dont elle ne se souvenait pas de sa jeunesse, disparaître derrière une haie. Moins d'une heure plus tard, le coffre-fort en velours avait disparu. Et M. Denning aussi. C'est la jeune Letty qui a crié. Elle errait près du vieux conservatoire, cherchant ostensiblement son sac égaré, mais tentant en réalité de coincer M. Philip Ashcroft, le fils du directeur, et l'objet de son affection de plus en plus théâtrale. Au lieu de cela, elle trouva la porte entr'ouverte et la scène à l'intérieur inquiétante.
Horace Denning était étendu sur un établi en bois, son foulard de soie serré autour du cou. Une main était tendue, comme pour tenter d'atteindre l'arrosoir rouillé qui se trouvait juste hors de sa portée. Sur le sol à côté de lui, écrasés sous ses pieds, se trouvèrent des fragments de velours, violets, raides, et qui faisaient incontestablement partie du coffre-fort. Le gendarme fut appelé. Le docteur Fenton arriva essoufflé et le visage rouge, déclarant que Denning mort par strangulation, probablement avec sa propre cravate. Aucun témoin, aucun signe d'effraction et aucun coffre-fort. Cette boîte était là il y a moins d'une « Cœur ?» insista Madame Fanchaud, la voix tremblante d'impatience. « Je l'ai vu moi-même, glissé sous son bras. Il ne voulait pas s'en séparer, même pour un scone. » Miss Marple parlait peu. Elle restait assise à l'ombre, une main gantée tenant sa tasse de thé, tandis que le village s'envolait dans les murmures et la terreur. Elle connaissait Horace Denning depuis longtemps. Elle savait les ennuis qu'il avait laissés derrière, lui les dettes non financières mais affectives. Elle avait vu dans son retour non pas de la contrition mais une affaire inachevée. Ce n'était pas le chagrin qui troublait les villageois, non. C'était la puzzle homme est revenu après, des décennies, apportant avec lui un mystère enveloppé de velours, et puis la mort, comme si le passé l'avait enfin rattrapé. Et si Miss Marple avait remarqué la façon dont Madame Fanchaud avait légèrement détourné son visage lorsqu'on lui avait demandé si elle avait revu Denning après leur précédente rencontre, ou comment Philip Ashcroft était devenu inexplicablement pâle à l'évocation de ce nom, elle n'en avait rien remarqué. Pas encore. Elle plia simplement sa serviette, avec une précision délicate, et regarda vers la haie lointaine où Denning avait été vu vivant pour la dernière fois. « Les gens, » murmura-t-elle à personne en particulier, « oublient si souvent ce qu'ils ont enterré, jusqu'à ce que quelque chose commence à fleurir là où il ne devrait pas. » La découverte du corps sans vie de M. Horace Denning au festival des jardins d'Elmridge aurait pu figer un village moins important. Mais Elmridge, avec ses siècles de tradition et son stoïcisme éprouvé, ne s'est pas effondré si facilement. Au contraire, son agitation s'est propagée vers l'extérieur et vers l'intérieur, comme une pierre tombée dans un étang calme. Lorsque la police est arrivée avec des blocs-notes officiels et des bottes délicates, la véritable enquête avait déjà commencé, dans les cuisines, aux tables téléphoniques et derrière des rideaux de dentelle soigneusement tirés. Le crime avait la particularité d'être à la fois scandaleux et gênant. Que quelqu'un soit assassiné l'après-midi, même d'un festival de jardinage, était de mauvais goût. Que cela se produise dans le conservatoire, un lieu destiné aux démonstrations de concombres et aux conférences douces sur la propagation, a aggravé la situation. Le lendemain matin, à l'heure du thé, pas moins de 4 théories distinctes avaient fleuri à Elmridge comme des champignons particulièrement avides. Aux boulangeries Maple, Madame Vellacotte était persuadée qu'Horace avait eu affaire à des criminels internationaux. « Des banques suisses », répéta-t-elle fermement, ancien tasse, dégustant de la confiture avec détermination. On parle toujours de paradis fiscaux et de confidentialité, mais on sait ce que ça signifie vraiment, n'est-ce pas? De la contrebande. Probablement des diamants ou quelque chose de crypté. Que garderiez-vous d'autre dans un coffre-fort? En velours? À travers le verre Colonel et Veritas, cette idée, il secoua la tête marmonnant quelque chose à propos d'absurdités étrangères. Autour d'un verre de sherry et d'une assiette d'œufs mimosa, il exposa sa propre théorie au Dr Fenton et au révérend Bartleby. C'était ce valet, croyez-moi. Un petit homme renfrogné aux yeux de bille. Il vit Denning revenir à la fortune et songea à dérober quelque chose de précieux. Ces types discrets finissent toujours par craquer. Le docteur Fenton, qui avait examiné le corps et estimé l'heure, du décès vers 15h45, n'a pas apporté grand-chose à l'appui de cette théorie, mais a admis avec une certaine réticence qu'il n'y avait aucun signe de lutte. « Et qu'est-ce que ça vous apprend ?» demanda le colonel. « Soit Denning connaissait l'auteur du crime.
soit il n'a rien vu venir. Le révérend Bartleby, qui avait prononcé la bénédiction d'ouverture du Festival des Jardins et s'était ensuite retrouvé mal à l'aise dans les méandres de la logistique sociale, poussa un profond soupir. « Ce que cela me dit, dit-il, c'est que nous devons tous prier pour que le Seigneur nous apporte la clarté. Et vite, car Letty Wiles s'est évanouie 2 fois depuis hier et prétend avoir des visions. Letty, quant à elle, savourait sa nouvelle proximité avec la tragédie. La première fois, elle s'était évanouie sous un choc sincère, la seconde, par crainte du drame. Maintenant, bien installée chez elle sous une couverture au crochet, elle recevait les visiteurs d'une voix basse et tremblante, acceptant mouchoirs et sablés avec une grâce tragique. « Je l'ai vue », disait-elle à tous ceux qui s'approchaient. « Seulement ses chaussures, remarquez. Mais je crois qu'elles étaient Richelieu's marron et les lacets étaient irréguliers. Ce genre de détail reste gravé dans ma mémoire. J'ai toujours été terriblement observateur. Personne n'a mentionné que la moitié des hommes du village portaient des brogues marrons. C'est dans cette atmosphère de conjectures et de spéculations que Miss Marple agissait avec une attention particulière. Elle ne semblait pas s'intéresser à la question. En fait, elle passa une grande partie de la journée à ranger ses étagères, de guides de fleurs séchées, à se rendre 2 fois à la poste sans raison apparente, et à rendre une longue visite à Madame Witherby, dont l'oubli n'avait d'égal que sa capacité à se confier. « Je me souviens de cette boîte en velours, » dit Madame Witherby, en hochant la tête comme si elle confirmait sa mémoire. Horace l'avait sous le bras à son arrivée. « Très vieille, me disais-je. On aurait dit un objet dont un magicien pourrait sortir un lapin. Il disait qu'elle contenait quelque chose de précieux et attendu depuis longtemps, mais je ne saurais dire si c'était au sens littéral ou non. » Miss Marple sourit doucement et demanda si Horace semblait agité ou distrait. « Oh, pas du tout, » dit Madame Witherby. « Il était plutôt content de lui. C'est ce qui m'a vraiment frappé. Ce genre de triomphe discret qui dit « Je suis de retour et vous allez tous le remarquer. » Au même moment, à l'autre bout du village, Philip Ashcroft, je supportais la curiosité acérée de l'inspecteur Crail, un homme grand et anguleux, aux cheveux comme une brosse en acier, et dont le tempérament faisait parler les gens plus vite que prévu. « Vous connaissiez M. Denning, n'est-ce pas » demanda l'inspecteur. « Comme on connaît quelqu'un qu'on connaît de retour, » dit Philippe prudemment. « C'était un personnage de conversation, pas un ami. Je l'ai vu pour la dernière fois, peut-être 1 heure avant l'incident. Il m'a posé une question curieuse, mais je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Qu'est-ce que c'était ?» Crail se pencha en avant. Il a demandé si la véranda avait encore une clé fonctionnelle. L'inspecteur haussa un sourcil. « Et que lui avez-vous dit ?»« Je ne le savais pas. Pourquoi le saurais-je ?» C'était une bonne question, mais Crail fronça néanmoins les sourcils. Tandis que les rumeurs s'épaississaient comme un brouillard du Yorkshire, Miss Marple passa tranquillement en revue les éléments que d'autres considéraient comme insignifiants. La boîte, l'écharpe, l'absence de résistance, l'absence de ce valet particulier, dont elle avait maintenant appris le nom, Monsieur Fitch, et qui avait été vu pour la dernière fois marchant le long du vieux chemin de pierre qui menait vers Little Wimbrel. Pourquoi? Monsieur Denning était-il revenu maintenant, après 2 décennies? La version officielle était vague. Retraite, nostalgie, nostalgie des racines. Mais Mademoiselle Marple, qui comprenait que le temps n'atténue pas la culpabilité, soupçonnait que quelque chose de plus immédiat l'avait rappelé. Ce soir-là, elle était assise près de la fenêtre de sa chambre, surplombant le jardin du presbytère. Un rouge-gorge sautillait entre les tiges de lavande, indifférent au meurtre. Le village avait commencé, à sa manière, à se calmer, même si, sous ce calme, se cachait une certaine agitation. Le genre d'agitation qui ne surgissait que lorsque les gens craignaient que d'anciennes vérités ne soient ébranlées. À 19h10 précise, elle a écrit une petite note et l'a placée dans une enveloppe adressée à inspecteur Crail. Cher inspecteur,
Puis-je vous suggérer de vous renseigner discrètement pour savoir si des objets ont été retirés de la serre dans la demi-heure qui s'est écoulée entre la disparition de M. Denning et la découverte de son corps? Je crois savoir qu'une œuvre primée dans la catégorie des pots décoratifs n'a plus été revue depuis. Cordialement, Jane Marple, elle, le scella de cire, comme à son habitude, et le posa près de sa tasse de thé. Puis elle se tourna vers un recueil de poésie de William Cowper, bien que ses pensées se portassent non pas vers des vers, mais vers des personnages. Madame Fanshawe était arrivée au festival 2 heures plus tôt que prévu. Philip Ashcroft était près du conservatoire. Letty Wise cherchait un sac à main que personne ne voyait jamais, et ce curieux monsieur Fitch, silencieux, observateur, n'avait pas été revu depuis la veille. Et surtout ce coffre-fort, la curiosité recouverte de velours, avait disparu comme le brouillard au soleil. 2 jours s'étaient écoulés depuis la mort d'Horace Denning, et même si les banderoles du Festival des Jardins d'Elmridge flottaient encore tristement au vent, le village avait adopté une attitude plus mesurée. La première vague de rumeurs s'était calmée, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus délibéré, une curiosité collective aiguisée par la peur. L'enquête policière, menée par l'inspecteur Crail, progressait comme c'est souvent le cas, efficace dans le ton mais aveugle aux nuances. Miss Marple, qui avait depuis longtemps conclu que la vérité de la plupart des crimes ne résidait pas dans des faits concrets, mais dans des expressions douces et des gestes calmes, traversait sa journée avec calme et détermination. À 10 heures, elle se rendit au presbytère, non pas comme elle l'expliqua pour fouiner, mais pour emprunter le manuscrit d'un sermon. En vérité, la voix de l'épouse du pasteur, Mildred Bartleby, dépassait souvent son sens de la discrétion, et mademoiselle Marple était impatiente d'entendre ce que le révérend n'avait pas encore dit à voix haute. « Je me sens vraiment. »« C'est affreuse, » avoua madame Bartleby en servant du thé, les yeux rivés à la fenêtre comme si le scandale s'annonçait. « Horace Denning mourant comme ça, et dans la serre, de tous les endroits. J'ai dit au révérend Bartleby que nous n'aurions jamais dû laisser le public s'en approcher pendant le festival. Et le coffre-fort, quelle étrange petite chose. » Miss Marple leva doucement les yeux. « Alors, tu l'as vu? »« Oh oui, du velours violet foncé, avec un fermoir en laiton. Je me souviens avoir trouvé ça plutôt démodé. Il le serrait si fort. J'ai supposé qu'il contenait quelque chose de terriblement précieux. »« Curieux, » dit Miss Marple. « La plupart des gens qui transportent un objet de valeur le font avec la plus grande prudence. Mais M. Denning, semble-t-il, en a fait un spectacle. Pensez-vous qu'il voulait que quelqu'un le remarque ?» Mildred marqua une pause, la cuillère à sucre en l'air. « Maintenant que tu le dis, oui, il s'est comporté de façon plutôt théâtrale, comme s'il attendait qu'on lui pose la question. » Tandis que le thé refroidissait entre elles, les pensées de Miss Marple s'emballèrent. Elle partit avec un sourire et la promesse de rendre le sermon rapidement, même si elle n'avait aucune intention de le lire. Elle avait déjà obtenu la page dont elle avait besoin. Son arrêt suivant fut le bureau de poste du village, où elle arriva juste au moment où la jeune madame Lorna Beechcroft fermait le classeur à colis. Lorna, fraîchement mariée au fils timide du boucher local, était toujours avide de conversation, et surtout de confirmation. « Oh, Miss Marple, » dit-elle à bout de souffle, « vous devez avoir entendu parler de la boîte maintenant. »« J'en ai entendu parler, » dit Miss Marple, « mais je me demande si quelqu'un a vu où il est passé. » Lorna se pencha avec une urgence conspiratrice. « Eh bien, c'est ça le problème. J'ai vu M. Denning avec Tho ce matin-là. Il était venu poster un télégramme. Il disait que c'était concernant des questions de propriété à l'étranger. Mais quand il est parti, il avait toujours la boîte avec lui. Il la serrait fort, comme un animal de compagnie. Je m'en souviens car je lui ai proposé de l'aider à ouvrir la porte et il avait l'air étrangement effrayé. « Effrayé », répéta Miss Marple intriguée. Juste une seconde. Son regard se posa sur la place comme s'il attendait quelqu'un,
ou craignait quelqu'un. Miss Marple hocha légèrement la tête. Et quelle heure était-il? 10h30. Juste après le passage du train de 10h15. Intéressant, dit Miss Marple. Et quelqu'un d'autre est-il arrivé peu après lui? Lorna hésita. Eh bien oui, même si je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Monsieur Ashcroft est arrivé 10 minutes plus tard, demandant s'il y avait du courrier de sa sœur à Bournemouth. Il n'est pas resté longtemps. Miss Marple avait occulté ce détail. Il y avait quelque chose d'étrangement symétrique dans l'histoire de Philip Ashcroft. Il arrivait toujours juste avant ou après Denning, toujours avec une raison innocente pour se trouver à proximité. Et pourtant, on ne voyait jamais vraiment les deux hommes ensemble. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Crail mena des entretiens au manoir où Denning avait élu domicile depuis son retour. Ashcroft House, autrefois propriété de feu Sir Cédric Ashcroft, aujourd'hui divisé en appartements et en ailes fermées. C'est là que Denning avait loué 3 chambres pour lui et son valet. Miss Marple, ayant apporté une modeste assiette de macarons aux amandes pour les agents de police, se retrouva accueillie pour une courte séance avec la gouvernante, Madame Trench. Un homme soigné, monsieur Denning, dit Madame Trench, les mains toujours humides d'huile de citron, mais pas très aimable. Il semblait toujours retenir un ricanement. Son homme, Fitch, n'est-ce pas? Parlait rarement. Le genre de silence qui écoute. Y a-t-il eu une conversation entre eux? Demanda doucement Miss Marple. Madame Trench pinça les lèvres. Une fois. 2 nuits avant le festival. J'étais dans le couloir en train de nettoyer les appliques, voyez-vous, et j'ai entendu M. Denning dire « Si ça doit être montré, alors que ce soit à mes conditions ». Et puis quelque chose à propos restitution. Cela ressemblait à une dispute. Les pensées de Miss Marple surgirent. Restitution n'était pas un mot anodin. Il faisait allusion à de vieilles dettes, à des torts longtemps dissimulés. Et si Denning était revenu à Elmridge avec une boîte et une mission, alors peut-être avait-il apporté non seulement des objets de valeur, mais aussi... Preuve, elle rentra chez elle ce soir-là et relut ses notes au coin du feu. Une liste se formait. Nom, heure, fragments de mots entendus. Philip Ashcroft, près du conservatoire, évasif sur son histoire avec Denning, Letty Wilds. Dramatique, avide d'attention, mais peut-être véridique par fragments. Madame Fanshawe, à la langue acérée et arrivée tôt. Avec un historique de rivalité, M. Fitch disparut. Et maintenant une nouvelle couche, l'idée que Denning avait prévu une révélation publique, mais qu'avait-il l'intention de révéler? Et pourquoi quelqu'un irait-il jusqu'à l'assassiner? Pour l'empêcher? Le lendemain matin apporta une réponse, ou plutôt une complication. L'inspecteur Crail arriva au cottage de Miss Marple avec la raideur d'un homme qui avait accepté à contre-cœur l'utilité des observations d'une vieille. Dame, il tenait dans sa main gantée une feuille de papier épais, soigneusement pliée. « Nous avons encore fouillé les appartements de Denning, dit-il. Nous avons trouvé ceci coincé derrière l'armoire. On dirait qu'il est tombé. » Miss Marple le déplia. Sur la page se trouvait un message dactylographié, jauni et légèrement maculé, à ouvrir uniquement en cas de mon décès. Le contenu du coffre-fort expliquera tout. Je n'ai plus à cacher la vérité. Horace Denning-Hill n'y avait pas de signature, mais le ton était indéniablement le sien. Crail avait l'air sombre. « Aucune trace de la boîte, bien sûr, dit-il. Et rien n'indique ce qui pourrait être la vérité. Mais le fait qu'il ait anticipé un acte criminel suggère qu'il savait quelque chose de dangereux. » Miss Marple hocha la tête et replia lentement le papier. « Inspecteur, demanda-t-elle, avez-vous demandé au comité du festival si des objets avaient été retirés des expositions pendant la confusion? »« Nous l'avons fait, dit Crail. L'une des urnes trophées est introuvable. Il s'agit d'une pièce décorative en bronze en forme de tulipe. Apparemment, elle n'a jamais été officiellement enregistrée. Personne ne se souvient de qui l'a apportée. Alors je pense, dit doucement Miss Marple, que vous devriez peut-être examiner le basse-creuse de cette tulipe. J'imagine qu'une boîte d'une certaine taille pourrait rentrer parfaitement à l'intérieur.
Crail cligna des yeux, puis la regarda avec un respect nouveau. « Et qui soupçonnez-vous de l'avoir caché ?»« Oh !» dit Miss Marple avec un sourire modeste. « Je n'oserais pas le deviner, pas encore. Mais j'aimerais rendre une petite visite aux Ashcroft cet après-midi, ne serait-ce que pour savoir si leur famille a jamais eu affaire à Horace Denning avant qu'il est parti à l'étranger. » L'ambiance à Elm Ridge changea sensiblement lorsque l'inspecteur Crail fit sa première déclaration publique d'intention. Autrement dit, la police disposait désormais d'un personne d'intérêt, une expression polie pour ce que les villageois ont immédiatement interprété comme un suspect. Et comme c'était la coutume à Elm Ridge, dès qu'un nom était murmuré, il développait des racines, des vrilles, et un nombre étonnant de ramifications élaborées. Le nom en question, Philip Ashcroft. Ce n'était pas vraiment surprenant. On l'avait vu près de la serre le jour du meurtre. Il s'était rendu au bureau de poste peu après l'envoi du télégramme de Denning. Et, ce qui était peut-être le plus accablant aux yeux du village, il n'avait aucun alibi clair concernant l'heure à laquelle Denning était mort. Pourtant, Miss Marple, qui tricotait tranquillement dans son salon ce matin-là, n'avait pas l'air satisfaite. Elle connaissait Philip Ashcroft depuis son enfance, maladroit, sensible, sujet au long silence. Il approchait maintenant la trentaine, était instituteur au front sérieux et passionné de gravure botanique. Elle l'avait vu grandir, devenir un homme dont l'orgueil masquait souvent la timidité, et qui, malgré sa précision dans ses paroles et ses habitudes, manquait de la cruauté décisive nécessaire pour tuer. Pourtant, ce n'était pas seulement son caractère qui la faisait douter. C'était désordre de tout cela. Si Philip avait tué Horace Denning, il l'avait fait en plein jour, dans un espace public, sans aucune garantie de confidentialité et pour un mobile encore inconnu. Je ne peux pas dire qu'il ne pouvait pas. Il l'aurait fait, dit Miss Marple à son amie Miss Lavinia Hartnell, passée sous prétexte de livrer de la confiture de groseille. Mais je me demande s'il l'aurait fait de manière aussi inélégante. Mademoiselle Hartnell, toujours à l'affût d'un soupçon de scandale, inclina la tête comme un oiseau. Mais on dit qu'il s'est disputé avec Denning, vous savez, à propos d'une dette ou d'une propriété, quelque chose en rapport avec Ashcroft House. Et si Denning avait la preuve d'un quelconque malversation financière dans cette boîte, Miss Marple leva les yeux. Ce serait un mobile, oui. Mais un meurtre, ma chère Lavinia, n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Surtout lorsqu'il s'agit d'un objet aussi spectaculaire qu'un coffre-fort en velours. En effet, le coffre-fort était devenu un symbole dans le village, un totem de spéculation. Chacun avait désormais sa théorie quant à son contenu. Un ensemble de lettres compromettantes, un registre de chantage, le testament d'une personne décédée dans des circonstances inopportunes. Même le révérend Bartleby avait été interpellé chez l'épicier et interrogé sur la possibilité qu'il contienne quelque chose, fonds de l'Église. En vérité, personne ne le savait. La boîte avait disparu, le meurtre avait eu lieu, et le soupçon pesait sur Philip Ashcroft comme un lierre sur la pierre. L'enquête de l'inspecteur Crail se concentra visiblement. Il convoqua Philip une seconde fois pour un interrogatoire, cette fois au poste de Melcombe, non loin de là. À son retour, Philip avait l'air tendu et réservé. « Je ne l'ai pas tué », dit-il directement à Miss Marple lorsqu'elle le rencontra. Par hasard, si tant est qu'on puisse parler de hasard à Elm Ridge, à la librairie. Mais plus je le dis, moins il me croit. Miss Marple le considérait avec une sympathie discrète. On ne croit souvent pas à la vérité lorsqu'elle manque d'attrait théâtral. Philip eut un rire dénué d'humour. « Eh bien, je manque vraiment de sens théâtral. Alors dites-moi, dit-elle doucement, à propos de quoi exactement vous et M. Denning vous êtes-vous disputés ?» Il hésita. Il m'accusait de manquer à une obligation du passé, une promesse qu'il prétendait avoir été faite par mon défunt père. Je lui ai dit que je n'en savais rien. Et toi? Les lèvres de Philippe se pincèrent. Je ne l'ai pas fait. Mais ça ne l'a pas empêché de sous-entendre qu'il révélerait quelque chose si je ne respectais pas ses conditions.
quelles conditions? Que je convainque les administrateurs de revendre une partie de l'aile sud d'Ashcroft House. Il la voulait. Il disait qu'elle lui appartenait spirituellement, sinon légalement. Miss Marple hocha lentement la tête. Une revendication de propriété, une boîte en velours et une menace voilée. Mais malgré tout, manière la réaction du meurtre la troublait. Le meurtre était précipité, désespéré et incontrôlable. Et si Philip Ashcroft était quelqu'un, il était contrôlé. Ce soir-là, Miss Marple écrivit de nouveau à l'inspecteur Crail. Non pas pour le dissuader, mais pour compliquer le récit. Elle avait toujours cru au pouvoir de la suggestion, offerte avec douceur, comme s'il s'agissait de l'idée de l'inspecteur lui-même. « Cher inspecteur, puis-je demander respectueusement si M. Fitch, le valet de chambre de M. Denning, a été retrouvé? Son absence semble plus flagrante que jamais. Je me demande aussi si quelqu'un s'est renseigné sur l'arrivée anticipée de Mme Fanshawe au festival et si elle a eu accès à la véranda pendant l'installation. Le socle du trophée disparu pourrait bien révéler une histoire plus intéressante qu'on ne le pensait. Avec mes sincères salutations, Jane Marple Crail reçut le mot avec un soupir. Il n'avait pas envie qu'on lui rappelle que les douces réflexions de Miss Marple avaient le don de bouleverser les attentes. Mais la référence à Madame Fanshawe était arrivée au festival 2 heures avant la plupart des gens, invoquant un oubli du comité, mais n'avait fourni aucune justification réelle pour son attardé près du conservatoire. Pourtant, Madame Fanshawe avait ses défenseurs. Elle était brusque, certes, et aimait rappeler à chacun ses connaissances supérieures en jardinage. Mais une meurtrière? Pendant ce temps, les villageois acceptèrent le statut de suspect de Philip Ashcroft, avec le plaisir maladroit de ceux qui préféraient que le méchant soit quelqu'un de familier et proche, plutôt qu'un étranger parmi eux. Madame Vellacotte a déclaré à la boulangerie que les hommes qui aiment les livres cachent toujours quelque chose. Letty Wiles, qui avait autrefois soupiré après Philippe avant de rediriger son affection vers un poète mineur d'Eastbourne, a déclaré à tous ceux qui voulèrent l'écouter que Philippe a toujours ça fait avoir un air de tristesse. Mais le commentaire le plus pointu est venu de M. Talbot, l'organiste de l'Église, qui a déclaré avec fermeté « Vous verrez, c'était un crime d'orgueil. Et l'orgueil précède, comme nous le savons, la chute. » Miss Marple, entendant cela lors de sa promenade de l'après-midi, sourit faiblement et continua vers Ashcroft House. Là, elle fut accueillie à la porte par une servante timide qui accepta de la conduire dans le bureau où Denning avait séjourné. La pièce avait déjà été fouillée par la police, mais Miss Marple ne cherchait pas d'indices physiques, seulement des indices point impression. Elle remarqua la disposition des livres, la position du fauteuil, le cendrier près de la fenêtre. Un journal plié, intact, reposait sur le bureau, le Melcombe Mercury, daté de 3 jours avant le meurtre. À l'intérieur, un article entouré de rouge. Des objets locaux seront restitués par le domaine genevois. Elle cligna des yeux. Un petit détail apparemment sans rapport. Et pourtant, en sortant, elle s'arrêta dans le couloir où Madame Trench, la gouvernante, polissait les poignets de porte en laiton. « Dites-moi, » demanda doucement Miss Marple. « Monsieur Denning vous a-t-il demandé de déplacer quelque chose avant le festival, quelque chose d'inhabituel ?» Madame Trench hésita. Il y avait une chose, un coussin de velours, carré et plat. Il a dit qu'il aurait sa place sur la cheminée. Je n'en ai pas compris l'utilité, mais il a insisté. Miss Marple hocha lentement la tête. Un coussin en velours. Pour l'exposer ou pour le dissimuler? Elle rentra chez elle sous la brume dorée de la fin, d'après-midi, l'air chargé de pollen et de spéculation. Les villageois avaient choisi leur suspect et l'inspecteur se contenta de se laisser porter par la marée. Mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. La vérité attendait toujours, silencieuse, ordinaire et profondément humaine, et quelqu'un, quelque part à Elmridge, commençait à ressentir le mur s'avançant vers l'intérieur. Le temps de mai à Elmridge s'était sensiblement alourdi,
la brise lourde d'un parfum de terre humide et d'iris. Tandis que les villageois reprenaient leurs habitudes avec un air un peu plus prudent, verrouillant les portes du jardin restées longtemps ouvertes et hésitant avant de répondre aux coups, le meurtre d'Horace Denning continuait de ronger silencieusement le calme collectif de la communauté. L'inspecteur Crail n'avait pas encore procédé à une arrestation, mais son attention focalisée sur Philip Ashcroft avait fait son chemin dans la certitude locale. À Elm Ridge, le soupçon, une fois installé, prenait racine plus vite que les mauvaises herbes après la pluie. Et pourtant, malgré tout le consensus du village, Miss Marple ne pouvait se défaire d'une seule pensée. Le meurtre ne semblait pas complet, c'était trop brusque, trop théâtral. Cela suggérait non seulement le secret, mais aussi la panique. Et la panique, d'après sa longue expérience, était rarement le fait de quelqu'un qui avait soigneusement planifié les choses. Elle se tourna une fois de plus vers la question de l'accoussin en velours. Adam Trench avait mentionné un objet trop inoffensif pour attirer l'attention, à moins que l'on sache, comme Miss Marple, que dissimulation et exposition vont souvent de pair. Ce matin-là, elle rendit visite à la Société historique d'Elm Ridge, installée dans une petite chapelle, reconvertie derrière la boucherie. C'est là que les archives les moins sensationnelles du village, actes de propriété, transferts de propriété et portraits décolorés d'anciens recteurs, étaient conservés par les mains patientes d'E.M. Gregory Worsley, un gentleman, voûté avec une mémoire défaillante, mais une écriture méticuleuse. Je m'intéresse à tous les documents concernant Ashcroft House et M. Horace Denning, a me dit Mademoiselle Marple d'un ton aimable, en retirant ses gants avec précaution. En particulier tout lien entre la famille Denning et les Ashcroft avant les années 1930. Worsley cligna lentement des yeux, ajustant ses lunettes. « Oh là là, ça remonte à loin, Miss Marple. Peu de gens s'intéressent à ces dossiers de nos jours. Mais je me souviens de quelque chose d'étrange. Oui, le père de Denning a été mandataire de la succession d'Ashcroft. Il y a eu un différend, je crois, au sujet d'un codicille au testament de Sir Cédric. « Un codicille ?» répéta Miss Marple. En effet, il s'agissait d'une collection d'objets à conserver en fiducie, des objets ayant une valeur sentimentale plutôt que monétaire, même si je ne doute pas que leur valeur ait augmenté depuis. Le testament stipulait qu'ils devaient être conservés à Genève, pour les protéger contre les détournements. C'est si ma mémoire est bonne. Je crois que le jeune monsieur Denning a contribué à gérer le transfert avant de quitter l'Angleterre. Les yeux de Miss Marple brillèrent. « Et est-ce qu'on n'a jamais rien rendu ?» Worsley fronça les sourcils. « Pas à ma connaissance. Pourtant, il y a quelques années, on disait que Denning envisageait de les restituer au domaine. Personne n'y prêta vraiment attention. Il était alors presque un fantôme. En quittant le bureau des archives, l'idée commença à germer. Et si le coffret en velours n'avait pas seulement contenu matériel de chantage, comme les villageois, aimait tant l'imaginer, mais plutôt l'un de ces artefacts originaux, un objet physique lié aux Ashcroft, jamais restitué, jamais retrouvé. Cela expliquerait certainement l'intérêt de Denning à reprendre le contrôle d'une partie de la succession. Cela expliquerait aussi pourquoi il est arrivé avec la boîte si visiblement en main, un acte de possession, une déclaration. Le soleil perça brièvement les nuages lorsque Miss Marple s'engagea dans l'allée et, juste devant elle, aperçut une silhouette penchée près du bord du green. Ça était Monsieur Tedley, le jardinier et homme à tout faire officieux du village, aux prises avec un couvercle de drain particulièrement tenace. « Bonjour, Monsieur Tedley » appela-t-elle doucement. Il se redressa avec effort et s'essuya le front. « Mademoiselle Marple, vous êtes loin de chez vous. Parfois, il faut aller loin pour comprendre ce qui est proche, » dit-elle en souriant. « Puis-je vous demander quelque chose d'étrange ?» Tedley haussa un sourcil mais hocha la tête. « Avez-vous vu quelqu'un porter un objet lourd, une boîte ou un petit coffre, après le festival des jardins? Quelque chose de caché ou déplacé à la hâte ?» Il se gratta la tête. « Maintenant que tu le dis. » Ouais,
Le lendemain matin du meurtre, j'étais près du vieux hangar, près du terrain de cricket. J'ai vu quelqu'un, un homme en par-dessus léger, s'éloigner vers le bosquet avec ce qui ressemblait à un paquet emballé. Ça avait la forme d'une boîte à chaussures, peut-être un peu plus grand. Et avez-vous reconnu l'homme? Non, mademoiselle, il a bougé vite. Et il regardait sans cesse derrière lui. Cela a scellé le sort. Le coffre-fort n'avait pas disparu dans les terres. Il avait été volontairement enlevé, et la personne qui l'avait pris craignait d'être vue. Miss Marple rentra chez elle et resta assise un long moment dans son salon, son tricot intact. Elle repensa à l'attrophée de tulipes manquant, du coussin, placé après le meurtre dans les appartements de Denning, de l'article caché dans le Mercure de Melcombéa, propos des objets revenant de Genève. Ce n'était pas un crime motivé par la rage ou le désespoir. C'était un crime de possession, de quelque chose de profondément personnel, profondément enraciné dans l'héritage ou la trahison. Plus tard, dans l'après-midi, elle a assisté à une réunion de la Guilde des femmes, un rassemblement banal en apparence, mais qui lui a permis d'observer les visages. Madame Fanshawe était là, plus raide que d'habitude, ses commentaires habituellement tranchants et modérés. Elle n'avait pas parlé publiquement de Denning depuis le jour du meurtre. Cela ne lui ressemblait pas. Plus révélateur, remarqua mademoiselle Marple, était son évitement subtil. Les personnes n'étaient pas assises à côté d'elle, les questions poliment éludées. La culpabilité à Elmridge n'avait pas besoin de preuves pour se projeter. Après la réunion, Miss Marple s'attarda juste assez longtemps pour parler à Letty Wiles, qui était revenue à ses manières théâtrales habituelles, bien que son regard soit plus perçant qu'avant. « Chère Letty, » dit chaleureusement Miss Marple, « vous avez un tel don pour remarquer les choses. Je me demande, quand vous avez trouvé M. Denning, était-ce l'écharpe étroitement nouée à propos de sa gorge? Ou est-ce que ça semblait arrangé ?» Letty cligna des yeux. « Oh! Eh bien, c'était très bien. Je me souviens avoir pensé qu'il ne s'était pas déballé ni effondré, juste serré, toujours parfaitement en place. C'est bizarre, non? »« Tout à fait, » dit doucement Miss Marple. « C'est vraiment étrange. » Elle partit avec un sentiment de confirmation. Un foulard parfaitement noué, même dans la mort, suggérait deux choses. Soit le tueur était suffisamment calme pour l'arranger ainsi, soit le foulard avait déjà été noué avant la lutte, ce qui indiquait peut-être une attaque surprise, ou un symbole. Elle a écrit une autre courte note à l'inspecteur Kreil. « Inspecteur, si le trophée manquant n'a pas été enregistré, est-il possible qu'il n'ait jamais été destiné à être remporté? Peut-être était-il destiné à disparaître. Du chapiteau au milieu du chaos? Je recommanderais également d'interroger Madame Fanshawe au sujet du défunt frère de son mari, et plus précisément pour savoir s'il a jamais fait appel à Mie Denning comme avocat. Avec mes meilleures salutations, Jane Marple. » Les pièces du puzzle se mettaient en place. Pas encore une image complète, mais bord des choses se formaient. Quelqu'un à Elmridge avait un droit à protéger, un passé à enterrer. Et Horace Denning, arrogant et théâtral jusqu'au bout, avait menacé de le déterrer. Miss Marple se tenait à sa fenêtre ce soir-là, regardant la dernière lumière, se dissoudre derrière le clocher de l'église. « Les gens cachent des choses à la vue de tous, » murmura-t-elle. Mais la culpabilité, c'est maladroit. L'air d'Elmridge était devenu étrangement glacial dans les jours qui avaient suivi le meurtre d'Horace Denning. Les conversations n'étaient plus aussi fluides, et les regards s'attardaient un peu trop. C'était le silence entre les phrases qui indiquait à Miss Marple que le village retenait désormais son souffle. Quelque chose, ou quelqu'un, s'agitait sous le vernis du décorum et dans un endroit où les secrets étaient gardés derrière des rideaux de dentelle et des sourires, l'onde de vérité commençait à se répandre. Tout a commencé tout à fait innocemment avec une tasse de cacao. Miss Marple avait invité révérend Bartleby, se rendit à son chalet sous prétexte de discuter du choix d'hymne pour la prochaine messe de Pentecôte. En réalité, elle soupçonnait le révérend, malgré sa douceur,
d'avoir été au courant de détails que d'autres avaient négligés, notamment concernant feu Horace Denning. J'espère vraiment, dit-elle doucement en versant le cacao, que Madame Bartleby n'est pas encore trop bouleversée par toute cette agitation. Oh, Mildred se nourrit de crises, dit le révérend avec un sourire las. Elle est simplement frustrée de ne pas avoir été celle qui a découvert le corps. Ils restèrent assis un moment dans un silence complice, avant que Miss Marple ne dise « Je lisais l'autre jour un article sur le domaine d'Ashcroft, une histoire de famille tellement compliquée. Saviez-vous que le père d'Horace Denning s'occupait autrefois des affaires juridiques pour eux ?» Le révérend cligna des yeux. En fait, oui, Sir Cédric était connu pour ses excentricités, mais il appréciait la loyauté. Il garda le même avocat pendant des années, même lorsqu'on lui conseillait d'en changer. Il y eut un véritable scandale après sa mort. Des rumeurs circulaient sur un deuxième testament, bien que rien n'ait jamais fait surface. Un deuxième testament demanda Miss Marple avec une surprise soigneusement maîtrisée. Bartleby hocha la tête. Oui, un document qui aurait transféré une partie de la succession à une personne extérieure à la famille immédiate. Mais il n'a jamais été retrouvé. La version officielle a été acceptée, et les choses ont continué. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. C'est curieux. Et si ce second testament avait bel et bien existé, aurait-il inclus des biens détenus en fiducie à l'étranger? Je ne le pense pas, répondit le révérend. À moins que, eh bien oui, je suppose que c'était possible. Ces objets ont été expédiés à Genève sous la direction de Denning, après tout. Je me souviens d'avoir entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait insisté personnellement, invoquant la préservation du scandale. Mais cela aurait pu vouloir dire n'importe quoi. Miss Marple se renversa en arrière. Le coffre-fort pouvait donc contenir non seulement un objet personnel, mais aussi la preuve d'un litige successoral, longtemps enfoui. Ce genre d'objet pouvait perturber réputation et finances. Plus tard dans l'après-midi, elle s'est retrouvée à passer devant Mason Ashcroft, où les volets de l'aile sud restaient clos en permanence. Elle s'arrêta devant le portail et, après un moment, fut accueillie par Philip Ashcroft, son visage tiré et pâle. « Je suppose que vous êtes venu pour savoir si j'ai été blanchie, » dit-il amèrement. « Pas du tout, » répondit-elle, avec sa douceur habituelle. « Je suis venu parce que je crois que quelqu'un s'efforce de vous rendre suspect. » Ses sourcils se haussèrent. « Tu crois que je suis encadré ?»« Je crois, » dit Miss Marple, « que quelqu'un veut attirer l'attention sur vous, mais je ne pense pas qu'il ait eu l'intention de vous tuer. Du moins, pas au départ. » Elle vit la question se former dans son regard. Il hésita. « Voulez-vous entrer ?» À l'intérieur, le salon régnait la froideur d'une maison trop grande pour ses occupants. Des livres s'alignaient sur les étagères et un portrait de Sir Cédric brillait au-dessus de la cheminée. Le regard de Miss Marple fut attiré par une petite vitrine près de la fenêtre, dans laquelle une collection de médailles reposait sur du velours. « Les honneurs militaires de mon père, » dit Philippe en croisant son regard. Il croyait à l'héritage, aux lignées. Miss Marple s'approcha de l'affaire. Et a-t-il jamais parlé d'Horace Denning? Philippe soupira. Pas tendrement, il y avait de la tension. Quelque chose à propos d'un contrat de propriété jamais honoré. Je n'ai pas compris sur le moment. Seulement que Denning était parti dans des circonstances tendues. A-t-il déjà parlé d'un deuxième testament? Philippe la regarda fixement. Tu es au courant? Seulement ce dont se souvenait le révérend Bartleby. Mais vous le saviez? Je l'ai entendu une fois, tard le soir après un dîner. Père a murmuré que ce maudit codicille ne verrait jamais le jour. J'ai supposé qu'il voulait dire que Denning l'avait détruit. Miss Marple retint son souffle un instant. Denning avait donc probablement gardé le testament, ou du moins une copie, peut-être dans ce coffret en velours. Après avoir remercié Philippe et être partie avec un sourire poli, elle se dirigea vers le maison de Madame Fanshawe, une femme aussi redoutable que raffinée. Son jardin était impeccable, ses topiaires aux bords nets et taillés avec une précision militaire. « Mademoiselle Marple,
dit Madame Fanshawe depuis la porte. « Je suppose que vous êtes ici pour m'interroger sur ma ponctualité le jour du festival. » Miss Marple sourit doucement. « Pas du tout. J'espérais simplement avoir une brève conversation au sujet du frère de votre défunt mari. N'était-il pas, à une époque, affilié au cabinet d'Horace Denning ?» Madame Fanshawe se raidit. « Mon beau-frère, Dieu le garde, était un fou furieux. Il a investi massivement dans un stratagème de Denning. Il a perdu une bonne partie des liquidités de la famille. Je suis désolé d'entendre ça. » Le regard de Madame Fanshawe était dur. C'était mon mari qui était responsable, mais c'est nous qui avons dû tout nettoyer. Je n'ai jamais vraiment réussi à pardonner à Denning. Non pas que j'y sois obligé. Il a disparu avant que nous puissions exiger réparation. Et quand il est revenu, je l'ai évité, dit-elle un peu trop vite. Mais tu l'as vu au festival? Nous avons discuté brièvement, cordialement. Je l'ai félicité pour ses roses. Miss Marple lui fit un léger signe de tête. « Je vois. Et a-t-il parlé de rendre quelque chose ?» La voix de Madame Fanshawe était tendue. « Juste qu'il était là pour corriger une erreur. J'ai supposé qu'il parlait d'une erreur financière. Ou un héritage, pensa Miss Marple. Si Denning avait effectivement apporté le testament manquant ou un artefact qui lui était lié, alors corriger le passé menacerait quiconque. Avait bénéficié de son absence. Le lendemain matin, une tempête s'abattit de l'ouest, dispersant les pétales et pliant les treillis des rosiers. Miss Marple, cependant, était déjà en compagnie de l'inspecteur Crail, qui avait accepté à contre-cœur de visiter le chemin Spiniprès du hangar à cricket. « Ici ?» demanda-t-il sceptique. « M. Tedley a dit avoir vu un homme avec un coffret se diriger vers nous. Si le coffre-fort a été caché à la hâte, il a peut-être été laissé là où il pourrait être récupéré plus tard, hors de vue, mais pas trop loin. Ils avançaient à travers l'herbe humide et les sous-bois moussus. Juste au-delà, de la haie, nichée dans les racines d'un if tordu, la botte de Crail heurta quelque chose. Il s'est penché. Un paquet enveloppé dans une toile, taché d'eau. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu brodé aux armoiries de la famille Ashcroft, se trouvait le boîte à clés en velours. C'était vide. Miss Marple resta silencieuse pendant un long moment. Crail se leva. On l'a donc récupéré, ouvert, et son contenu a été retiré, ou remplacé, dit Miss Marple, par quelqu'un qui savait quoi prendre et quoi laisser. L'expression de Crail s'assombrit. Ce n'était pas un coup de panique. C'était calculé. « Oui, dit-elle, doucement. Et ça change tout. » Ils se tenaient dans le bosquet, le vent arrachant les feuilles au-dessus de leur tête. Quelqu'un avait commis un meurtre, non seulement pour protéger un secret, mais pour saisir quelque chose du passé. Miss Marple se retourna vers le village. Son regard était clair. Il y aurait d'autres questions à poser. Et au moins, une mensonge, qui n'a pas encore été déroulée. C'est tôt le lendemain matin que le deuxième coup est arrivé, bien que celui-ci ne soit pas marqué par la mort, mais par révélation. Alors que le village d'Elmridge était encore sous le choc de la découverte du coffre-fort en velours vide, dans le bosquet, une nouvelle rumeur s'est glissée comme du lierre dans la conversation. Quelqu'un s'est introduit par effraction dans la maison Ashcroft pendant la nuit. La nouvelle se répandit rapidement, d'abord par le laitier, qui remarqua la porte latérale cassée, puis par Madame Trench, la gouvernante, qui trouva la porte de la bibliothèque entr'ouverte et les tiroirs du bureau de Sir Cédric fouillés. Philip Ashcroft, pâle et épuisé par le manque de sommeil, se tenait devant le foyer de la bibliothèque, tandis que l'inspecteur Crail inspectait les dégâts. « Ils n'ont rien pris, dit-il. Du moins, rien de flagrant. Les objets de famille sont toujours là. Mais quelqu'un a fouillé le bureau avec méthode. Il cherchait quelque chose. Miss Marple, qui était arrivée peu de temps auparavant sous prétexte de livrer un pot de gelée de coin, se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte, observant non pas la pièce, mais Philippe lui-même. « Tu ne les as pas entendus ?» demanda Crail. « Non, » répondit Philippe. « Je dors à l'étage. J'ai du mal à me reposer depuis... enfin, depuis la mort d'Horace. »
Miss Marple fit un petit pas en avant. « Ce bureau était-il utilisé par votre père ?» Philippe hocha la tête. C'était le lieu d'écriture préféré de Sir Cédric. Il conservait sa correspondance, ses vieux papiers, ses lettres personnelles. « Et avez-vous déjà rencontré un copie du codicille manquant là-bas » demanda-t-elle doucement. Les lèvres de Philippe s'entr'ouvrirent légèrement, mais il hésita. « Non, mais je l'ai vu une fois sortir un document plié du tiroir, du bas et le brûler dans l'âtre. J'étais très jeune. Je me souviens lui avoir demandé ce que c'était. Il a dit que c'était une erreur qui ne devrait pas nous hanter. » Creil fronça les sourcils. « Et tu penses que ce cambriolage pourrait être lié à ça ?» Miss Marple prit la parole avant que Philippe ne puisse répondre. « Je crois que quelqu'un craignait que la vérité soit encore cachée quelque part, dans la propriété. Et avec Denning parti et le coffre vide, Ashcroft House devient le lieu le plus propice aux détails. » Creil se tourna vers elle, son respect grandissant d'heure en heure. « Tu crois que Denning a fait ramener le testament original ? Je pense, dit-elle, qu'il croyait cela lui offrirait un moyen de pression, et peut-être, plus encore, une forme de justification. Que ce soit le testament lui-même ou un autre élément prouvant ses dires, cela terrifiait clairement quelqu'un au point de le tuer. Et maintenant, ils essaient de nettoyer après eux, marmonna Creil. Philippe était assis lourdement dans le vieux fauteuil de son père. Si Denning disait vrai, alors toute la revendication de ma famille sur le domaine aurait pu être fondée sur quelque chose de faux. Miss Marple posa qu'une main réconfortante sur l'accoudoir du fauteuil. La vérité arrive souvent tard, monsieur Ashcroft, mais elle arrive toujours. Cet après-midi-là, tandis que Creil suivait l'effraction avec les agents de Melcombe, Miss Marple rendait visite à quelqu'un qu'elle avait délibérément passe-parlé jusqu'à présent. Monsieur Fitch, le valet insaisissable d'Horace Denning. Il était rentré à Elmridge la veille, convoqué par télégramme par les autorités. Bien qu'il ait prétendu rendre visite à un cousin malade dans le Dorset, Miss Marple trouva le moment trop opportun pour s'y fier. Elle le rencontra dans le jardin, derrière la petite auberge, où il avait élu domicile, le dos droit, les mains jointes et l'expression soigneusement neutre. « Je suis contente que tu aies accepté de me parler, » dit-elle doucement en s'asseyant à côté de lui sur le banc en fer. « Ça doit être difficile de perdre un employeur de longue date. » Monsieur Fitch inclina la tête. « Monsieur Denning était un homme exigeant, mademoiselle Marple, mais je l'ai servi fidèlement. Vous êtes parti assez soudainement après sa mort. Je n'en avais aucune idée en partant, » répondit-il d'un ton calme. « Mon train est parti avant le début du festival. Je n'ai appris son meurtre qu'après avoir reçu le message de l'inspecteur. » Miss Marple étudia son visage. « Monsieur Denning vous faisait confiance, n'est-ce pas, au point de vous mêler de ses affaires personnelles ?» Fitch cligna des yeux. « J'ai fait mon devoir, rien de plus. » « Étiez-vous au courant du coffre-fort qu'il a apporté à Elmridge ?» Une pause. « Je l'ai vu, » admit Fitch. « Il l'a manipulé avec précaution. Il ne l'a jamais quitté des yeux. Il a dit qu'il contenait une relique d'une grande importance personnelle. Est-ce qu'il t'a déjà dit ce que c'était ? » Non, mademoiselle, seulement que cela s'arrangerait les choses. Et savez-vous qui aurait pu vouloir l'arrêter ? À ces mots, quelque chose vacilla dans les yeux de M. Fitch, trop vite pour être pleinement saisi, mais Miss Marple le remarqua avec précision. « Il avait des ennemis, » dit enfin Fitch, « des vieux, ceux qui sourient. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Vous a-t-il dit autre chose, avant votre départ ?» Fitch hésita puis fouilla dans son manteau et en sortit un petit bout de papier plié. « Il m'a donné ça. Il m'a dit de le garder jusqu'à ce qu'il me contacte. Il ne l'a jamais fait. » Miss Marple déplia le mot. L'écriture vive et impatiente d'Horace Denning contenait 4 mots. Tulipe, L Sud, Ashcroft. Ce n'était pas une confession, mais c'était une carte, une référence au trophée en forme de tulipe qui avait disparu. Un signe que Denning savait que l'objet, et le bâtiment, contenaient plus qu'il n'y paraissait. Elle rentra chez elle avec le mot plié en lieu sûr dans son sac à main.
Ce soir-là, tandis que la pluie tambourinait doucement contre ses vitres, elle repensa à tout. Denning était revenu à Elmridge avec une intention non pas de se venger, mais de restituer la vérité. Le coffre-fort avait été pris et vidé avant de pouvoir être inspecté par les autorités. Un trophée avait disparu, puis avait été oublié dans le chaos du festival. La maison Ashcroft avait été cambriolée, et maintenant, Fitch avait produit une note reliant les trois. Miss Marple alluma son feu et s'accorda un instant de réflexion. Le tueur, sentit-elle, n'avait pas agi par fureur mais par calcul. Denning représentait une menace pour l'héritage de quelqu'un, peut-être même leur identité. Elle ouvrit son carnet et écrivit une seule ligne. Lorsque la vérité menace le passé, les gens choisissent de tuer l'avenir. Le lendemain matin, alors qu'elle se dirigeait vers la boulangerie du village, elle fut interceptée par Letty Wiles, qui semblait plus pâle que d'habitude et inhabituellement abattue. « Mademoiselle Marple, » dit-elle doucement, « puis-je vous parler, en privé ?» Miss Marple hocha la tête et la conduisit vers un banc près du green. « Je me suis souvenu de quelque chose, » murmura Letty, « à propos de ce jour-là. Oui, quand j'ai vu le corps de M. Denning, il y avait quelque chose sous sa manche, juste un petit bout, rouge et cireux, comme un seau. C'était plaqué contre l'intérieur de sa manchette. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais maintenant, je pense que c'était un document. » Le pouls de Miss Marple s'accéléra. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle. Letty hocha la tête. « Je ne voulais pas m'en mêler. Mais tu as dit que la culpabilité était maladroite. Je crois que quelqu'un a essayé de cacher le reste de ce que c'était. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Merci, ma chère. C'est très courageux de ta part. » Ce soir-là, Miss Marple était assise seule, une bougie allumée à côté de sa chaise. Son regard était fixe, son esprit clair. Si Denning avait détenu un morceau d'un document, peut-être même le codicille manquant, alors le reste avait probablement été pris de sa personne avant l'arrivée de la police. Par une personne ayant accès à l'information, par une personne de confiance, par une personne déjà présente. Et si cela était vrai, alors le tueur n'avait pas simplement réduit un homme au silence, mais volé un droit d'aînesse. C'était une qualité curieuse chez Miss Marple. Sans jamais donner l'impression d'être pressée, les événements semblaient s'accélérer dès qu'elle commençait à s'y intéresser sérieusement. Tranquillement, méthodiquement et d'un pas léger, elle avait commencé à attraper le poisson, non pas en accusant mais en invitant à la confession. N'est jamais le piège lui-même qui a capturé le coupable. C'est la certitude que quelqu'un, quelque part, l'avait vu. Toutet ne l'avait tout simplement pas encore dit. Le lendemain matin, elle était prête. Le jour se leva frais et couvert, des nuages bas s'abattant sur les toits d'Elmridge. La place du village était silencieuse, comme si l'air lui-même savait que quelque chose allait changer. À 9h10, Miss Marple se tenait dans son salon, les yeux rivés sur un plateau de cuillères à café en argent poli, dont la surface scintillait dans la lumière tamisée. Elle avait invité Am Fanshawe et Philip Ashcroft pour le thé. Elle expliqua à chacun qu'elle avait découvert quelque chose d'important et souhaitait partager une ou deux réflexions, avant de remettre le document à l'inspecteur. C'était le genre de convocation vague, destinée à piquer à la fois la curiosité et l'effroi. Deux ingrédients que Miss Marple trouvait très utiles pour faire remonter à la surface des vérités cachées. Elle prépara le décor avec un soin méticuleux, des sablés au citron sur le plateau, du thé fraîchement infusé et un petit feu crépitant dans la cheminée. Rien d'inhabituel dans la pièce, si ce n'est un petit paquet emballé dans du papier Kraft posé sur la table d'appoint, une présence silencieuse et inexpliquée. Philip Ashcroft arriva le premier, l'air fatigué et les yeux cernés. Madame Fanshawe le suivit quelques minutes plus tard, parfaitement posée dans sa veste bleu marine et ses gants assortis, ses cheveux gris bouclés sur la nuque.
Son sourire était mince. « Eh bien, Miss Marple, dit-elle en retirant ses gants, vous avez dit que vous aviez quelque chose d'urgent. » Miss Marple servit le thé. « J'ai pensé qu'il était temps de clarifier les choses. Le village a atteint cette phase délicate où les spéculations deviennent dangereuses. J'ai pensé qu'il valait mieux éviter les malentendus. » Madame Fanshawe jeta un coup d'œil à Philippe, qui lui fit un signe de tête poli, mais concis. « En effet, murmura-t-elle, les malentendus peuvent être regrettables. » Ils se sont assis. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle sirota son thé, laissant l'horloge s'écouler. Le silence s'alourdit doucement. Puis, avec le calme d'une bibliothécaire ouvrant la dernière page d'un roman policier, elle dit « Le coffre-fort a été retrouvé. » Le regard de Philippe se leva brusquement. La main de Madame Fanshawe s'arrêta à mi-chemin du sucrier. « Il était caché près du taillis, » poursuivit Miss Marple, enveloppé dans un tissu aux armoiries de la famille Ashcroft. Philippe se tourna brusquement vers elle. « Mais il était vide ?»« Oui, » répondit Miss Marple, « mais cela ne veut pas dire que c'était dénué de sens. » Elle laissa cela se calmer, puis fit un geste vers le paquet de papier brun. « En fait, ce matin même, j'ai reçu une livraison curieuse. Pas de message, pas d'adresse de retour, juste ça. » Elle tendit la main, déballa lentement le paquet et en sortit un document plié en un seul morceau, vieilli, froissé, avec un léger seau de cire rouge pressé dans le coin. Ce n'était pas le véritable codicille, pas même une copie. Mais ses visiteurs ne le savaient pas. Elle ne le souleva pas, le laissa simplement reposer à côté de sa tasse. « C'est remarquable, » dit-elle doucement, « ce qu'on découvre quand on croit avoir détruit les preuves. Souvent les choses réapparaissent dans les plus brefs délais, incommode endroit. Et si l'on devait faire correspondre ce seau avec la cire trouvée sur le brassard de M. Denning, elle n'avait pas besoin de terminer sa pensée. Philippe avait l'air stupéfait. Madame Fanshawe resta immobile. « Bien sûr, » poursuivit Miss Marple d'un ton léger, « ce qui est plus intéressant que le document, c'est ce que font les gens. Après, ça disparaît. La panique, l'effraction, les tentatives précipitées de détourner la responsabilité, voilà les véritables indices. » Elle tourna son regard vers Madame Fanshawe. « J'imagine que cela a dû être très douloureux d'apprendre que la ruine financière de votre défunt beau-frère était directement liée à l'implication de M. Denning dans la succession Ashcroft. » Madame Fanshawe cligna des yeux, mais ne dit rien. « Et j'imagine, » poursuivit Miss Marple, « que si quelqu'un découvrait que M. Denning revenait avec un document susceptible de faire remonter les droits de propriété dans le temps, d'annuler les décisions d'héritage, il pourrait agir de manière imprudente, surtout si son statut social, son toute la vie, avait été construit sur l'hypothèse de certains arrangements permanents. » Le visage de Madame Fanshawe s'assombrit. « M'accusez-vous de meurtre, Miss Marple ?»« Pas du tout, » répondit Miss Marple d'un ton enjoué. « Je suggère simplement que la culpabilité n'est pas toujours dissimulée. Elle se cache parfois derrière un masque de fierté civique et de travail en comité. Mais le meurtre, en fin de compte, n'est pas une question d'intelligence, mais de peur. » Elle se tourna alors vers Philippe. « Vous craignez M. Denning, n'est-ce pas? Non pas parce que vous vouliez la succession, mais parce que vous craignez d'être blâmé. Vous craignez d'être tenu responsable des mensonges de votre père. » Philippe baissa les yeux sur ses mains. Il a dit qu'il ruinerait la famille. Il a dit que tout finirait par se savoir. Miss Marple hocha doucement la tête. « Mais vous ne l'avez pas tué. Vous ne l'auriez jamais affronté en public. Et vous n'auriez certainement pas su dissimuler le coffre-fort aussi rapidement et avec autant de précision. » Silence. Madame Fanshawe se leva. « C'est scandaleux. » Miss Marple resta assise. « Vous êtes arrivé au festival 2 heures plus tôt. On vous a aperçu près du conservatoire. Et vous connaissiez les liens de votre défunt beau-frère avec Denning bien avant tout le monde. J'imagine que Denning vous a montré le codicille ce matin-là. Peut-être avec triomphe, peut-être s'attendant à des aveux. Au lieu de cela, il a signé son propre arrêt de mort. « Vous n'avez aucune preuve, » dit doucement Madame Fanshawe, la voix cassante.
Miss Marple sourit tristement. Peut-être pas. Mais je crois qu'une fois que l'inspecteur Crail aura fini de comparer le seau de cire à celui qui se trouve sur le bureau de votre défunt mari, où je soupçonne qu'il reste du papier à lettres similaire, nous connaîtrons la vérité, ou du moins nous en aurons assez. Philippe se leva lentement. « Tu l'as tué, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Tu l'as tué pour protéger tout ça. » Madame Fanshawe n'a pas répondu. Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Il n'a jamais été question du testament, n'est-ce pas? Il s'agissait de passé. » Denning savait quelque chose, peut-être pas tout, mais suffisamment. Et il a menacé de parler. Madame Fanshawe ferma les yeux un instant, ses épaules se soulevant et s'abaissant dans un long souffle. « Je ne pouvais pas le laisser tout emporter, » murmura-t-elle. « J'ai tout reconstruit après la mort de mon mari. J'ai payé les dettes, j'ai sauvé le nom. Et il est revenu comme un vautour, rongé par les os. » Miss Marple ne dit rien. Elle sonna simplement la petite clochette argentée sur sa table. L'inspecteur Crail est intervenu un instant plus tard, après avoir attendu patiemment juste derrière. La porte, Madame Fanshawe se tourna vers lui, avec l'élégance d'une femme qui n'est pas étrangère aux conséquences formelles. « Je suppose, dit-elle, que vous aurez besoin d'une déclaration. » Crail hocha la tête. « J'en ai bien peur. » Miss Marple se leva. « Vous savez, j'ai lu un jour que les crimes les plus graves sont commis non par cupidité, mais par honte. Je ne suis pas sûr d'avoir pleinement compris cela jusqu'à aujourd'hui. » Ce soir-là, alors que le soleil perçait les nuages et touchait les toits d'Elmridge en or, Miss Marple était assise avec sa broderie, réfléchissant. Découvrir le meurtrier n'avait suscité aucune joie, seulement une mélancolie discrète. Madame Fanshawe n'était pas un monstre. C'était une femme qui ne supportait pas de voir son monde si précieusement préservé s'effondrer. Alors, elle avait fait ce que l'on fait si souvent. Elle a frappé avant de pouvoir être démasquée. Miss Marple posa son aiguille et regarda vers le clocher de l'église. « La nature humaine, » murmura-t-elle, si prévisible, et pourtant toujours surprenante. Le village d'Elmridge, toujours discret, réagit à l'arrestation de Madame Clara Fanshawe par une sorte de repli collectif. Il n'y eut ni explosion, ni gros titres, ni même un sermon scandalisé lors de la messe du dimanche suivant. Au lieu de cela, les tasses de thé tremblèrent un peu plus dans leur soucoupe, les portes se fermèrent avec un soin inhabituel, et les conversations tournèrent autour du sujet comme des chats autour d'un étang. Elmridge savait gérer la tragédie. Ce qu'il ignorait, et auquel il était rarement confronté, c'était la trahison de ses habitants les plus admirés. Madame Fanshawe avait été la pierre angulaire de la respectabilité locale, présidente du Garden Club, marraine de la société, historique, fervente partisane de la fête des récoltes. Qu'une telle femme puisse être accusée de meurtre, et pire encore de tromperie préméditée, était quelque chose que les villageois ne pouvaient ni ignorer ni pleinement assimiler. L'inspecteur Crail, pour sa part, avait été méthodique. Le sceau retrouvé sur le faux codicille produit par Miss Marple correspondait parfaitement aux échantillons de cire du vieux bureau Ashcroft, preuve de falsification et de familiarité avec les documents historiques du domaine. Une perquisition au domicile de Madame Fanshawe avait révélé d'autres découvertes. Des fragments de velours, une tache de cire rouge sur la doublure de son sac à main et une vieille lettre d'Horace Denning, conservée depuis longtemps, froissée et au ton amer. Cela avait suffi à la retenir, mais Miss Marple n'avait pas vraiment senti l'affaire complète, pas avant tout était disposé, aussi clairement et délicatement qu'une courte pointe retournée pour dormir. Ainsi, sur l'insistance de l'inspecteur Crail, même s'il n'admettrait jamais que la suggestion n'était pas entièrement la sienne, elle rassembla un petit auditoire dans la salle du presbytère, un terrain neutre, sous les vitraux et le regard de recteur disparu depuis longtemps. Les participants étaient peu nombreux mais importants. Philip Ashcroft, pâle mais curieux.
Letty Wiles essayant de ne pas avoir l'air ravi, Monsieur Fitch, le visage impassible et silencieux au dernier rang, et Madame Vellacotte, qui avait seulement promis de garder un œil sur les événements, mais qui était clairement venue pour tourner la page. Miss Marple se tenait au premier rang, modestement installée entre un pupitre et un vase de pivoine fané, les mains jointes, le regard toujours aussi brillant. « Merci à tous d'être venus, » commença-t-elle doucement. « Ce n'est pas un tribunal, et ce n'est pas à moi de juger. Mais depuis le meurtre de M. Horace Denning, la paix règne dans notre village. Et je crois qu'il est important de comprendre pourquoi ce qui s'est passé, et pas seulement qui l'a fait. » Elle s'arrêta, laissant les mots respirer. Lorsque M. Denning retourna à Elmeridge, il le fit avec l'intention de régler des affaires en suspens. Cette affaire, comme nous le savons maintenant, concernait un document longtemps considéré comme perdu, un codicille au testament de Sir Cédric Ashcroft. Il est probable que Denning possédait soit un original, soit une copie, ou tout au moins un document prouvant que Sir Cédric avait, avant sa mort, cherché à modifier l'héritage d'Ashcroft House et de ses biens. Elle se tourna vers Philippe. « Nous ne pouvons pas dire avec certitude si cet amendement aurait modifié votre position, monsieur Ashcroft, mais Denning était convaincu que ce serait le cas, et il comptait l'utiliser non pas pour récupérer des biens, mais pour les récupérer. Dignité, là. » Mâchoire de Philippe se serra légèrement. Il nous détestait, mon père, notre nom. Miss Marple hocha la tête, et peut-être avec raison. Le père de Denning avait servi votre famille avec loyauté, mais il fut chassé lors de la confusion juridique qui suivit la mort de Sir Cédric. Qu'est-il advenu de ce codicille? S'il a été caché ou détruit, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais Horace Denning croyait que sa famille avait été lésée. Il n'était pas revenu pour régler ses comptes avec colère, mais pour régler quelque chose. Letty Wiles, les mains jointes sur ses genoux, avait l'air inhabituellement solennel. Miss Marple poursuivit. Le coffre-fort qu'il apportait était un geste théâtral, certes, mais d'une portée réelle. Sa présence dérangeait ceux qui avaient quelque chose à perdre, surtout Madame Fanshawe, dont la ruine financière du défunt mari était depuis longtemps liée dans son esprit aux premières affaires d'Horace Denning. Elle avait reconstruit sa réputation avec diligence et assurance, mais la résurgence de Denning et l'idée d'un changement juridique dans la succession d'Ashcroft menaçaient de tout détruire. Elle a frappé vite. Je crois qu'elle a confronté Denning tôt ce jour-là, peut-être même pendant le montage du festival. Lorsqu'il a refusé de détruire le document ou a menacé de le révéler publiquement, elle n'a pas eu le choix. L'écharpe autour de son cou était la sienne, mais l'acte qui a suivi, l'étranglement, était le sien. Calme, délibéré, c'est rapide. Un murmure s'éleva au dernier rang. Miss Marple regarda M. Fitch. « Tu te doutais de quelque chose, n'est-ce pas ?» L'expression de Fitch ne changea pas. « Je me doutais de beaucoup de choses, Miss Marple, mais je craignais aussi pour ma propre situation. Je suis parti parce que j'ai vu la tempête arriver. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Pas de lâcheté, Monsieur Fitch. Prudence. Et vous avez été sage. Votre mot, tulipe, aile sud, Ashcroft, a confirmé ce que je soupçonnais. Déjà, Denning avait caché l'objet ou ses preuves dans l'enceinte du festival utilisant le trophée non enregistré comme leur. Madame Vellacotte cligna des yeux. Mais pourquoi ne pas simplement le remettre à la police? Miss Marple se retourna. Parce que Denning avait appris que la loi n'est pas toujours rapide, ni juste. Il voulait scène le retour. Révéler la vérité publiquement à sa manière selon ses propres conditions. La fête était symbolique. Le trophée serait récupéré, ouvert, et le document qu'il contenait serait déclaré. Mais il n'en eut jamais l'occasion. Elle recula légèrement. Après le meurtre, Madame Fanshawe a pris la boîte. Elle l'a emballée, cachée dans le jardin, puis est revenue plus tard pour en récupérer le contenu. Elle l'a peut-être même détruite. Ou peut-être en a-t-elle gardé un morceau pensant qu'il pourrait s'avérer utile plus tard.
Elle a ensuite placé le coussin dans la chambre de Denning pour dissimuler l'absence de la boîte. Et comme cela ne suffisait pas, les rumeurs persistant, elle s'est introduite par effraction dans Ashcroft House à la recherche des exemplaires restants du document. La pièce était silencieuse, alors Philippe parla. « Je croyais qu'il était venu pour nous détruire, mais en vérité il est venu pour dire la vérité, et nous l'avons réduit au silence. »« Non, » dit doucement Miss Marple, « il l'a fait taire. Nous autres, nous n'avons tout simplement pas vu clair. » Jusqu'à maintenant, elle croisa à nouveau les mains. En fin de compte, ce n'était pas une question de terre, c'était une question de héritage. Et l'héritage, lorsqu'il est menacé, peut transformer les plus respectables d'entre nous en quelque chose que nous ne reconnaissons pas. Le public resta silencieux. Devant les fenêtres du presbytère, le soleil perçait les nuages, projetant une longue lumière pâle sur la verdure. L'inspecteur Crail, penché sur le seuil, fit un petit signe de tête à Miss Marple. Il s'occuperait du reste. Tandis que les autres sortaient par groupes de 2 ou 3, certains parlant doucement, d'autres pas du tout, Miss Marple resta en retrait. Debout près de la fenêtre, elle observait un rouge-gorge sautiller dans l'herbe. Letty. Wiles s'approcha d'elle timide pour une fois. « Tu l'as toujours su, » murmura-t-elle. « Non, » répondit gentiment Miss Marple, mais je écoutais. Et sur ce, elle se détourna, ses pas légers, son cœur lourd, non pas de tristesse, mais de clarté. Après tout, la vérité attendait à Elmridge depuis des années. Il suffisait d'une voix douce pour la révéler. L'orage était passé, non pas dans les éclairs ni le tonnerre, mais dans des aveux discrets et le genre de larmes que l'on verse seulement en privé. Elmridge, comme tant de villages anglais, avait un talent particulier pour adoucir la tragédie, par des silences prudents et des pauses théâtrales. Et dans la semaine qui suivit la révélation publique de la supercherie de Clara Fanshawe, le village sembla absorber la vérité sans avouer ouvertement son choc. Les banderoles du Festival des Jardins avaient été retirées depuis longtemps, le chapiteau démonté, la véranda nettoyée, et pourtant l'air d'Elmridge restait teinté d'une odeur différente, d'une odeur plus ténue. Les gens traversaient encore la place avec leurs paniers de courses. Ils se saluaient toujours par des hochements de tête et des salutations saccadées. Mais le rythme avait changé. La confiance, autrefois si facilement implicite, était devenue plus fragile. Miss Marple l'a surtout remarqué à la queue du boulanger. Madame Vellacotte ne lançait plus de remarques acerbes sur les exigences de Madame Fanshawe en matière de taupière. Monsieur Talbot, l'organiste de l'église, s'était mis à fredonner distraitement pendant les conversations. Et même la jeune Letty Wiles, autrefois passionnée par les ragots du village, posait désormais plus de questions que de conclusions. « Pensez-vous » demanda Letty à Miss Marple un matin, alors qu'elle se tenait côte à côte en train d'examiner un plateau de scones au raisin, qu'elle aurait avoué si vous ne l'aviez pas. « Pressé » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle choisit un scone, le déposa délicatement dans son panier, puis répondit « On se confesse rarement sans être invité à se rappeler qui on est vraiment. Je pense que Madame Fanshawe voulait dire la vérité. Elle voulait simplement que quelqu'un pose la bonne question. » Letty pencha la tête, mais elle était fière, respectée, une meurtrière. « Humain », répondit simplement Miss Marple. « Et comme nous tous, façonnés par la peur autant que par les principes. » La cloche au-dessus de la porte de la boulangerie tinta, et le sujet me revint en mémoire, comme tant d'autres choses à Elmridge. Cet après-midi-là, Miss Marple reçut une lettre remise en main propre, discrète, et portant le sceau rigide du domaine d'Ashcroft. Elle provenait de Philippe, écrit de sa main nette et anguleuse. « Chère Miss Marple, je tenais à vous remercier pour votre gentillesse, votre sagesse et votre foi en la vérité, même si elle était douloureuse à regarder. Mes avocats ont confirmé qu'aucune action en justice de la part d'Horace Denning ne pouvait modifier les avoirs d'Ashcroft, mais je leur ai demandé de constituer une dotation privée à son nom, une somme modeste mais durable.
Pour la bibliothèque, peut-être, ou pour l'école. Cela semble être le moins que nous puissions faire. Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas sur ce que mon père a fait, ni pourquoi. Mais je crois qu'Horace est revenu non pour se venger, mais pour se réconcilier. Je vais m'efforcer de vivre dans cet esprit. Avec un respect sincère, Philip Ashcroft Miss Marple plia la lettre et la rangea dans son tiroir sans commentaire. Elle n'avait pas besoin de répondre. Pas encore. Son geste en disait plus long que n'importe quelle réponse. Dehors, le village était à nouveau en fleurs. Les rosiers du jardin du presbytère avaient enfin rattrapé les premiers rhododendrons. Les enfants jouaient avec des cerceaux et des bâtons le long du chemin. Madame Witherby se plaignait une fois de plus des débris de haies laissés par M. Tedley. Même la guilde des femmes avait repris ses réunions hebdomadaires, même si le siège autrefois occupé par Madame Fanshawe restait visiblement vide. L'inspecteur Crail, de retour à Melcombe après son enquête, s'était arrêté au cottage de Miss Marple avant de partir. Il se tenait maladroitement devant le portail de son jardin, chapeau à la main, comme s'il ne savait pas comment exprimer correctement une situation à la fois professionnelle et personnelle. « Tu avais raison dès le début, » dit-il. « Surtout, j'aurais dû t'écouter plus tôt. » Miss Marple balaya le compliment d'un geste de la main. « Vous avez écouté précisément au moment où vous étiez prête à entendre. » Il s'éclaircit la gorge. « Tiens, la plupart des détectives travaillent avec le mobile et l'opportunité. Vous semblez travailler avec la mémoire et l'instinct. »« Non, » répondit-elle avec un léger sourire. « Je travaille avec des gens. Ils ne sont pas aussi compliqués qu'ils le prétendent. » Crail inclina son chapeau. « Si jamais vous en savez assez de ce jardin, Miss Marple, vous pourriez nous être utile à Melcombe. Et si jamais Melcombe commence à se comporter comme un village, répondit-elle sèchement, vous verrez que j'ai déjà une longueur d'avance sur vous. » Ce soir-là, elle retourna à sa broderie, le tissu bien tendu sur son cadre. Un petit rouge-gorge, presque terminé, était perché sur une branche de fil lavande. Elle aimait terminer ce qu'elle avait commencé. Et cela, comme tous les puzzles, avait pris la forme d'une chose vivante. Quelque chose avec des racines et des ailes. Tandis qu'elle cousait, ses pensées dérivaient, non pas vers le moment du meurtre, ni même vers celui de la révélation, mais vers tous les petits moments qui y avaient mené. La façon dont Denning avait tenu la boîte, l'étrange silence de M. Fitch, la tension dans le sourire de Madame Fanshawe, l'absence de bruit alors qu'il aurait dû y avoir une certaine inquiétude. Et puis il y avait les moments que la plupart des gens ne remarquaient pas, l'angle d'une écharpe, l'arrivée trop tôt, la redirection prudente de la conversation. Ce sont toujours ces petits gestes silencieux qui disent la vérité, pas le drame, le calme. À la fin de la semaine, l'ordre était largement revenu à Elmridge. Le village avait commencé à préparer la foire d'été et Madame Bartleby militait déjà pour une refonte du concours de jardinage. « Fini les trophées décoratifs », déclara-t-elle. « Juste des rubans. On ne peut pas cacher des secrets. Tant des socles en ruban. » Miss Marple ne dit rien. Dimanche, alors que la congrégation quittait Saint-Edmund après la messe de Pentecôte, Mademoiselle Marple s'arrêta près du portail du cimetière pour observer les villageois se disperser sur la pelouse. Philip Ashcroft était là, s'adressant au nouveau directeur de l'école. Letty marchait bras dessus bras dessous avec sa cousine de Malmesbury. Même M. Fitch, fraîchement embauché au manoir, se tenait tranquillement sous le vieux chêne, un petit livre à la main. Miss Marple a tout assimilé, comme si elle mémorisait le nouveau rythme du village. Alors qu'elle se retournait pour partir, le vicaire s'est approché d'elle. « Je dois dire, Miss Marple, » dit le révérend Bartleby, avec une certaine gravité, que c'était une belle intervention civique. Elle sourit. Il n'y a rien de bien dans un meurtre, vicaire. Mais la vérité, quand elle vient doucement, vaut mieux qu'un silence qui s'envenime. Il hocha la tête. Pourtant, je crois qu'Elmridge a une dette envers vous. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Elmridge ne me doit rien. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que les villages comme le nôtre ne se souviennent pas des actes. Ils se souviennent des noms,
et des préférences en matière de thé. Le vicaire rit doucement. Alors, que ton nom soit toujours gravé dans les mémoires, avec une bonne bière bien forte. Et ainsi, tandis que le ciel s'adoucissait en bleu et que les cloches sonnaient au loin à travers les collines, Miss Marple rentra chez elle, le dos droit, les pas assurés, les pensées en paix. Elle n'exprimait pas à voix haute la vérité qu'elle portait en elle. Que les gens, même dans les endroits les plus paisibles, seraient toujours capables d'envie, de peur, de prendre de terribles décisions sous couvert de bienséance. Et pourtant, ils seraient aussi capables de rédemption, de remords et de bonté. C'est pour ça qu'elle est restée. C'est pourquoi, même lorsque les fleurs se fanaient et que les gros titres disparaissaient, elle gardait sa chaise, près de la fenêtre et son oreille au vent. Parce que là où il y avait des gens, il y avait des secrets. Et là où il y avait des secrets, il y aurait toujours une place pour Miss Marple.